Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Pierre-Yves, je suis ravi de te retrouver. Alors, c'est vraiment le moment où il faut que on discute parce que il se passe beaucoup de choses assez inattendues, il faut dire, en France, dans la vie politique. Donc, on va parler de tout ça. Tu es, je le rappelle, fondateur du Cercle Aristote. Euh, Plus besoin, je crois, de te présenter. Et ton analyse politique est toujours recherchée. Et les faits démontrent qu'elle est souvent, voire très souvent, exacte et qu'elle se confirme. Donc, je suis ravi de te recevoir sur la chaîne pour que nous analysions ensemble tout ce qui se passe. On va commencer par faire un petit bilan, même si ça n'est plus du tout l'événement politique du moment. Enfin bon, on sort des élections européennes. Est-ce que tu as eu le sentiment, puisque je rappelle, tu étais sur notre liste, hein, Mhm. l'Europe, ça suffit, en cinquième position, est-ce que tu as eu le sentiment de vivre un débat sur l'Union européenne et sur la souveraineté pendant cette campagne? Je te donnerai après moi Ab- mon sentiment. Alors, absolument pas, parce que c'était la question qu'il ne fallait pas poser. Dès le début, disons que là, on a eu une campagne où on a avoué, et tout le monde d'ailleurs s'y est mis, différentes vérités sur une élection européenne. Premièrement, on a plusieurs groupes qui, parce qu'ils ont renoncé à toucher au cadre, ont dû trouver un sujet de déviation. Le cas typique, ça a été la LFI. C'est-à-dire, comme on n'a rien à dire, vu que l'Europe sociale n'existera pas, Mélenchon d'ailleurs le dit. J'y ai cru, j'y crois plus. Et comme il ne veut pas toucher au cadre, il est allé chercher la Palestine. Il a eu d'ailleurs énormément de chance de pouvoir l'utiliser. Parce que d'un certain côté, il n'y aurait pas eu le 7 octobre, Mélenchon aurait fait une campagne très, très difficile. Parce qu'il n'avait rien à dire. Or, On ça, voit c'est le d'ailleurs qu'il en premier parle point. déjà beaucoup moins depuis le scrutin. Ça, c'est le premier point. Le second point, on a fui le débat européen, Mhm. totalement. Or, on a fui le débat européen pour éviter de se rendre compte de l'état réel de la France. L'un des grands spécialistes de ça, parce qu'il a fait une campagne, par exemple, en chouinant et en se faisant inviter en pleurant, c'est François-Xavier Bellamy, parce que, et je le comprends tout à fait, il n'a aucun bilan vis-à-vis des intérêts de la France au Parlement européen parce qu'il ne peut pas en avoir, quand bien même le voudrait-il, et il est européiste au dernier degré, donc il ne le veut pas et il ne le peut pas. Et en plus, il doit assumer un groupe très difficile, car je rappelle que on siégeait, il doit assumer des lignées de républicains au Parlement européen, particulièrement des gens comme Arnaud Danjean ou autres au passé très trouble. Donc à sa place, je comprends qu'il ait préféré jouer une espèce de Calimero, qui est un rôle en plus qui lui va bien, vu que c'est un rôle de composition. Il le faisait déjà à la mairie de Versailles. Donc euh, c'est déjà un rôle dont il a l'habitude. Ce que, et le dernier point, ça a été, tu l'as vu, dans le canard enchaîné, l'aveu de la Macronie. Nous faisons monter, je te cite de mémoire, Marion pour embêter Bardella. Ça, c'est une représentante macroniste qui se dit du premier cercle, mais qu'est-ce qui est le premier cercle d'un homme dément? Très, très compliqué. Et qu'il a avoué benoîtement au canard enchaîné. Et, et donc, ça a été une élection où beaucoup de masques sont tombés. Personne ne veut parler du sujet pour une raison qui est simple, c'est que le sujet ne peut pas être traité légèrement. C'est soit on le traite vraiment, soit on ne le traite pas du tout, mais parce que c'est le sujet de la souveraineté. Comme disait Philippe Séguin, la souveraineté, c'est l'équivalent de la maternité. C'est une notion pleine. On l'est ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Donc, voilà ce que D'ailleurs, nous avons vécu. Et ça, je termine juste là-dessus, ça a été l'acmé de ça, ça a été le dédoublement du débat télévisé, c'est-à-dire un débat pour les gens que le système a validé, y compris avec des arrière-pensées, ce qui était le cas de la liste du Parti communiste, qui n'aurait jamais dû y figurer, mais comme elle avait un rôle dans l'après-agenda, nous en parlerons sur l'avenir de ce qui va être la LFI, on l'a validé et en plus, il était raccord avec tout le monde, pro-OTAN, pro-UE, donc raccord. Et de l'autre, les candidats problématiques, les candidats qu'on ne voulait pas entendre,
mais à qui on a donné un micro-débat après les avoir invisibilisés du début à la fin. Exactement. D'ailleurs, un micro-débat qui s'est passé dans des conditions que je n'avais jamais vues, hein. Un moment, on nous coupe, on nous dit c'est fini, alors qu'il restait encore notamment un thème très important qui était celui de l'Ukraine et de l'OTAN. Et comme par hasard, c'est ce thème-là qui a été squeezé. Moi, personnellement, pour avoir été tête de liste, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas eu d'organisation du débat, surtout pas. Euh, Évidemment, si le Frexit s'était invité dans les débats, donc le débat, comme tu dis, sur la souveraineté, parce que c'est ça le Frexit, c'est le débat réel sur la souveraineté nationale. S'il avait été invité médiatiquement dans les débats européens, évidemment, cette élection n'aurait pas du tout eu la même tête, euh, la même dynamique. Donc, on a vécu là une volonté d'évacuer sciemment le débat de fond, le seul qui Mm. vaille lors d'une élection, a fortiori européenne, c'est-à-dire le débat sur la souveraineté, qui a la souveraineté. Malgré tout, il y a une très belle campagne qui a été faite, hein, je le signale, par les militants patriotes, les militants de notre liste, par la coalition qui était là, et je les en félicite. Il y a eu un dévouement militant extraordinaire et qui ne Extraordinaire. retombera pas, qui ne retombera pas, et un espoir, une percée relative. On a gagné un peu moins de 100 000 voix, mais ce qui amène un score qui reste faible dans des conditions difficiles. Euh, mais je crois que nous avons en réalité vu là à quel point le système oligarchique euh, était plus cadenassé que jamais, ce qui d'un côté est un peu désespérant, mais de l'autre côté signifie que ils ont réalisé qui avait vraiment et qui incarnait vraiment une alternative possible, une rupture possible. Ils ont perçu les choses. Je me souviens des débats de 2019 où les débats à la télé se faisaient encore à 12 ou 13 listes. Là, comme tu l'as dit, ils se faisaient systématiquement avec les 8 mêmes. C'était plus resserré. Et on a évacué les vrais opposants. Ça veut dire que maintenant, ils sont identifiés, qu'entre-temps, il y a eu des crises Covid, Ukraine, avancée de l'Union européenne, crise énergétique, etc., qui ont révolte paysanne, qui ont permis d'identifier les vrais opposants. Alors d'un côté, ça rend les choses plus compliquées, d'un autre côté, ça clarifie la situation. Euh, Alors, ça la clarifie très nettement. Par contre, on est vraiment dans l'aspect le plus autoritaire du grand gouvernement central et qui ne prélude rien de bon parce que euh, quand un pouvoir a pris l'habitude de la schlag, il ne la lâche pas. Surtout quand c'est la seule chose qui marche. Parce que c'est la seule chose qu'ils savent réellement faire. Et je crains, et moi, ce qui m'a surtout effrayé, c'est alors à la fois la collaboration médiatique, mais avec des faits nouveaux. Parce que collaboration médiatique, on y est habitué. Tu as eu aussi la collaboration de beaucoup de médias alternatifs, euh, à la fois par intérêt et par incompétence, à, euh, à distiller des fake news. Tu vois, par exemple, la fameuse révolution du Parlement européen. Là, Ah si oui, tu veux, il faut qu'on s'y euh, arrête un instant. faut qu'on s'y arrête un C'est le instant. grand Et là, mensonge qu'on avait dénoncé. Le Parlement qui bien devait sûr, basculer vers une majorité souverainiste, soi-disant, enfin en tout cas avec RN, Reconquête et leurs alliés. On a les chiffres aujourd'hui, on a la composition exacte du Parlement européen. Leurs alliés au total représentent 18% des eurodéputés, moins d'un voilà, sur cinq. On avait été généreux encore, on avait dit que ce serait un sur cinq. C'était un peu moins en fait, c'était 18%. Et le groupe 18%, d'Ursula von der Leyen a même gagné des élus, le bien PPE. sûr, Donc en réalité, on avait alerté, on avait dit ils vous mentent. On a maintenant la preuve qu'on avait raison. Et on voit bien là, tu vois, si on avait été dans les débats avec eux, on aurait pu leur dire face à face, ce que bien personne ne sûr. leur a dit, puisque tout le monde avait intérêt au mensonge. Tout le monde était Oui, complice du mensonge. et là, si tu veux, moi en tout cas, c'est un sujet que la famille souverainiste doit réfléchir, c'est que tu as eu aussi des gens en qui on a beaucoup cru depuis 2005, qui étaient les fameux médias alternatifs, qui pour beaucoup ne se sont pas beaucoup mieux comportés que les médias classiques. Je l'observe et je pense qu'il faudra y réagir. Je le pense vraiment parce que euh, voilà, c'était évident. C'est un simple fait arithmétique, hein. Et résultat, au Parlement européen, bah, si on pense que c'est un triomphe, alors, parce que c'est exactement le même score, il faut dire qu'il y a eu un triomphe de Jean-Marie Le Pen en 2002, vu que c'est 80 contre 82 contre 18, et bien là, c'est pareil. Donc, et le pire, je tiens à le dire, Florian, Surtout c'est que les que 18 ne sont pas homogènes en plus. les 18 sont pas homogènes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a mis des carpes et des lapins qui vont se tirer dans les pattes. Je le rappelle, c'est Bah, ils le 18 font en déjà en comptant France. Orban. C'est 18 en comptant Orban. Orban,
il se frotte les mains dès qu'il y a une usine qui ferme en France. Enfin, il faut quand même se De fait. rendre compte. Et je lui en veux pas. Il fait la spécialité de son pays, il faisait déjà ça sous l'Union soviétique. Donc, je lui en veux pas. Je dis juste que nous comptabilisons ensemble des gens, même pas qui n'ont rien à voir, mais qui se nuisent, alors que le bloc européiste ne se nuit pas. Lui, il Oui, mais est c'est la, homogène et même monolithique. on est là dans l'ADN même de ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien à attendre d'un pseudo-changement au Parlement européen par une souveraine, par une On ne majorité. réforme pas le soviet suprême. Bah, bien sûr, Point. C'est on démontre là, une nouvelle fois, que ça ne se réforme évidemment pas de l'intérieur, que même si ces gens-là avaient une majorité à plus de 50% au Parlement européen, ils en sont très loin, hein, eh bien, ça ne changerait en fait, même ça ne changerait fondamentalement pas les choses, parce que le système de l'Union européenne, c'est pas un gouvernement national, contrairement à ce qu'on fait croire. C'est pas, il y a un gouvernement et le Parlement, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un truc où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, où c'est la Commission qui a le monopole d'initiative des textes, où il y a en plus une cour de justice qui a tout pouvoir, où il y a en plus une banque centrale européenne qui a tout pouvoir de chantage. Donc ce système-là, on y reste ou on le quitte. C'est tout. C'est le seul c'est débat. tout. Il va falloir qu'on C'est, arrive c'est, à le faire si tu comprendre veux, encore le mieux. seul parallèle institutionnel, mais malheureusement, tant dans les médias mainstream qu'ailleurs, euh, l'absence de formation intellectuelle sérieuse se voit. Le seul parallèle institutionnel, c'est pour ça, par exemple, qu'on ne devrait pas les appeler députés, ce sont des délégués. Oui. Ils n'ont pas de rôle de députation, ils ne représentent pas. Le seul parallèle, c'est la soviétologie, c'est les institutions de l'Union soviétique. Oui, bien C'est sûr. c'est pour ça d'ailleurs que je me rappelle une époque, juste pour terminer là-dessus, les meilleurs spécialistes de l'Union européenne aux États-Unis, c'était d'anciens soviétologues. Par exemple, Condoleezza Rice maîtrisait ça parfaitement parce que c'est une grande soviétologue. Or, quelqu'un qui ne voit pas ce qu'est un pouvoir qui est en réalité un pouvoir pâteux, unique et central, ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils prennent la tradition parlementaire anglaise depuis le 18e, et ça, c'est tout faux. C'est aussi simple que Ah, ça. l'UERSS, comme disent beaucoup. Euh, alors, bon, ça, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette soirée du 9 juin. Donc, le coup de tonnerre, l'annonce par Macron du recours à l'article 12 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale avec un délai, tu l'auras remarqué, extrêmement court. Enfin, il est contesté là devant les tribunaux, on verra bien. Mais pour l'instant, le délai affiché, c'est le 30 juin et le 7 juillet. Au mieux, ce serait le 7 juillet et le 14 juillet, avec d'ailleurs un second tour le jour de la fête nationale, tout ça est spécial. Passons, en tout cas, c'est très rapide. Euh, alors la presse allemande, j'ai vu que seule Libération, d'ailleurs, pour le coup, en France, avait repris cette info, mais la presse allemande a révélé ce qu'avait dit Ursula von der Leyen dans une réunion interne de la CDU, c'est-à-dire que Macron lui avait confié avant la dissolution, avant l'annonce de la dissolution, qu'il allait piéger le pays et ses oppositions par cette annonce surprise de dissolution, la rapidité de la campagne pour griller le RN, je reprends les termes, hein, rapportés par s'il arrive au pouvoir, s'il prenait le gouvernement, et rendre impossible, créer le chaos social et rendre impossible l'élection de Marine Le Pen en 2027 et donc se reconduire lui-même s'il trouve une astuce constitutionnelle ou en tout cas reconduire son camp d'une manière ou d'une autre pour la suite. Est-ce que tu penses que comment tu as analysé cette annonce de dissolution? Est-ce que tu penses que c'est effectivement totalement voulu et orchestré par Macron, euh, étant donné que les oppositions n'ont pas réussi pendant 2 ans à lui imposer cette dissolution en renversant le gouvernement, ce qu'elles auraient pu faire? C'est très simple. Jusqu'à la dernière minute, nous, on travaillait, enfin, mes camarades et moi-même travaillions sur ce dossier-là, sur cette option-là, en se disant, va-t-il suivre son intérêt? Et suivre son intérêt, c'était de dissoudre. Le personnage est particulièrement retors, donc il gouverne mal, certes, mais il se défend bien, donc il l'a fait. Donc, et arrive ce qui devait mécaniquement arriver, c'est-à-dire tout le monde est pris de court alors que Macron le prépare depuis, je pense, au minimum 2 à 3 mois. Mhm. Pour moi, l'homme clé de cette affaire, parce que je refuse de croire, j'ai lu les articles sur le fameux groupe des quatre avec. Et alors,
Bruno Roger Petit. Alors là, si on en est là, si on en est là, faut être rassuré parce que là, la septième compagnie était mieux équipée. Mais je pense que c'est pas du tout lui, si tu veux. Là encore, Florian, Macron est un homme de la gouvernance. Toi et moi avons été face à la gouvernance. Les gens ne comprennent pas ce que c'est. La gouvernance, c'est en réalité un nouveau mot pour quelque chose de très ancien. C'est le fait de faire endosser à plusieurs une décision qui a été prise à un seul. C'est le fait de faire passer l'intérêt d'un seul pour un intérêt de groupe. C'est en utilisant des techniques de panel, de groupe Potemkin, etc. Macron n'a été formé qu'à ça. Macron ne sait pas ce qu'est gouverner. Par contre, la gouvernance, il sait ce que c'est. Il n'a appris que ça et il sait faire ça. Donc là, on te fait passer pour un comité Théodule, je pense, une relation de plus en plus perverse, mais c'est la seule relation stable de la Macronie, qui est la relation colère-Macron. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, à l'époque où il y avait des gouvernements en France, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. tout à fait, à l'époque où nous avions des gouvernements en France, la dissolution, c'était souvent une affaire du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, Dominique de Villepin. Mhm. Pour des raisons différentes, on n'a pas le temps de voir ça, mais que nos téléspectateurs n'aient qu'une seule chose, le but de Colère, ça va être une 86-88, c'est-à-dire d'être Jean-Louis Bianco et Emmanuel Macron d'être Mitterrand. Je suis le symbole de la résistance aux fascistes. Mon premier secrétaire va faire la guérilla administrative, vu qu'il tient toute l'énarchie jupéenne. Et le reste, je le laisse à la trahison de Gérard Larcher, Sénat, et à l'européisme de Laurent Fabius, Conseil Constit, pour que Bruxelles règne, hein, Bruxelles Mitoons. Et le problème, c'est que là, dans cette cage de fer, la seule chose que pourrait faire le Rassemblement national, c'était de convoquer des référendums, mais d'avoir le courage de les convoquer comme le général de Gaulle les convoquait, c'est-à-dire de manière cavalière. Ah, mais c'est pour Parce ça que, qu'il faut la présidence. et pour ça, il faut la présidence. Donc le piège se referme. Pourquoi? Parce que tout projet, admettons qu'on accepte un référendum, le sujet du référendum, comme tu le sais, passera entre les mains de Laurent Fabius, dont la loyauté aux intérêts français n'est pas l'attrait le plus évident. Donc, de toutes les manières, la cage de fer est refermée. Il ne manque plus à Macron, fût-il minoritaire, de pouvoir compter sur les journalistes, il le peut, de pouvoir compter sur un désordre social dans le pays. Ça, c'est pas difficile à faire. C'est pas Oui, difficile. bah, d'autant qu'il fait ça au moment où tu vas avoir les JO à inaugurer, où tu auras le budget 2025 de la France à préparer, c'est au mois de juillet, Tout à où fait. tu auras des possibles reprises, surtout à partir de septembre, de la révolte paysanne, mais même avant les crises sociales, puisque tu vas avoir par exemple le 1er juillet le prix du gaz qui va augmenter de 12%. Mm. Attal, je ne sais pas si tu as vu ce matin sur France Inter, a annoncé que par décret, le 1er juillet, dans l'entre-deux tours, ils vont faire passer la réforme de l'assurance chômage, qui est quand même d'une grande brutalité, qui est voulue par Bruxelles, et ce qui va mettre aussi de l'huile sur le feu. Donc, quand je pense que quand Ursula von der Leyen rapporte les propos de Macron qui veut un chaos social, je pense que c'était exactement ça. Et donner les clés à un gouvernement qui se discréditera très vite, d'autant que ce gouvernement est soumis à Bruxelles, se soumet à Bruxelles, que Bruxelles probablement ne sera pas très sympa en plus, on l'imagine bien, que Bruxelles va être particulièrement odieux, mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de ça, puisque de toute façon, à la base, le RN maintenant se soumet à Bruxelles. Et c'est que, pareil d'ailleurs côté Front Populaire, hein. Si c'était eux qui arrivaient au pouvoir, C'est euh, le même tarif. c'est le même tarif. Euh, D'autant que, alors comment tu analyses? Est-ce que c'est une grande clarification finalement? Parce que le RN n'a pas dit je vais convoquer toutes les forces souverainistes patriotiques françaises, où on aurait pu imaginer, hein, il y aurait un pôle identitaire, un pôle frexiteur, un pôle central RN, puisqu'ils sont arrivés en tête, on l'a vu, mais faire quelque chose en essayant peut-être de faire vivre différentes tendances, j'en sais rien, du patriotisme, et pourquoi pas? Ça aurait été une manière de faire. Après, il faut voir ce qu'on n'accepte pas, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont précipités vers Ciotti. Mm. Donc, je rappelle qu'il vient de voter la réforme de l'assurance chômage, qu'il est pour la retraite à 65 ans, il estimait que Macron n'allait pas assez loin, qu'il est bien sûr un européiste,
que sur l'Ukraine, il est à fond, il a voté en mars comme député l'accord militaire avec l'Ukraine, qui prévoit d'ailleurs 3 milliards français pour l'Ukraine cette année, qu'il a voté pour ceux qui sont intéressés par le sujet comme moi, c'est pas anodin, il a soutenu à fond le pass sanitaire puis le pass vaccinal. J'ai retrouvé ses déclarations. Donc, il y a un rapport à la liberté quand même et à Big Pharma très problématique. Bref, je peux multiplier, qu'il est très néocon sur tous les sujets de diplomatie internationale, néoconservateur. Euh, donc, si tu veux, le RN ne s'oriente pas du tout vers une espèce d'alliance souverainiste très large, mais plutôt vers une clarification, vers l'union des droites, entre guillemets, qui est en fait une union des européistes. Bah, on retrouve une part du logiciel Sarkozy-Buisson. C'est ça. C'est-à-dire, on va prendre dans la droite tous ceux qui vocifèrent et qui n'ont aucune envie de toucher au cadre. Autrement dit, et ce qui va faire une chute encore plus rapide, parce que ça va faire. C'est ça. Rappelle-toi que Sarkozy chute très tôt dans son mandat, hein. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il est impérator pendant 3 mois et d'un Mm. seul coup, il dévisse parce que quand tu n'as que le ministère de la parole, quand tu as le ministère de la parole et que tu es, entre guillemets, Front populaire, tu vas avoir des paroles lénifiantes, neuneux, idiotes, ce qui va ulcérer une partie du peuple français. Mais si tu as l'intelligence de ne pas les traiter de fachos toutes les 2 phrases, ce qui est compliqué aujourd'hui dans les rangs d'une certaine gauche, hein, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, le, euh, ce qui est compliqué, mais si tu as l'intelligence de ne pas le faire, c'est un discours neuneux, donc c'est un discours qui glisse. Le problème du discours droitier, c'est que comme comme il ne va pas toucher au cadre, il va surenchérir, non pas sur l'immigration, vu qu'il ne peut pas y toucher, mais sur la surinfection de la plaie migratoire, qui est par exemple les femmes voilées, le burkini, le machin, le truc. Or, le problème, c'est que ça radicalise une partie de la population euh, et une partie des immigrés. Et le problème, c'est que ça n'étanche pas la soif d'identité légitime des gens qui ont voté pour vous. Parce que malheureusement, à la fin des fins, ils se retrouvent avec autant d'immigrés. La seule chose, c'est que ça va enfermer une partie de l'électorat de toutes ces forces dans ce que j'appelle le syndrome de la guêpe d'été. Tu sais, quand une guêpe est enfermée quelque part et qu'elle tape sur la vitre pour sortir jusqu'à ce elle va mourir à force de taper. Et ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver à une partie de cet électorat, c'est ça. C'est qu'il est pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Et là, ça va encore ne pas marcher. Ils vont avoir quelques semaines d'état de grâce vis-à-vis de leur électorat avec, comment dire, un ministère de la parole. Ils vont peut-être même pouvoir dire des choses très sensées. Et je le dis, s'ils arrivaient à faire quelque chose, j'en serais le premier content pour notre peuple. Le problème, c'est qu'à un moment, tu vois, c'est comme la métaphysique kantienne, c'est des couteaux sans lame dont il manque le manche. C'est compliqué après pour couper son steak. Ben, oui, parce Tu vois, que c'est ça le problème, tu vois. tu parlais du sujet de l'identité nationale, de l'immigration. On sait déjà qu'ils ne pourront rien faire. Mais on l'a vu avec Mélanie. Enfin, bon, il n'y a plus besoin de le démontrer. Je veux dire, tu sais que la Hongrie, ce jour même, vient de se prendre une amende de 200 millions d'euros par la Cour de justice de l'Union européenne, avec une astreinte d'1 million par jour, pour avoir simplement dérogé à une toute petite disposition sur l'immigration. Tu Tout à vois. fait. Mais, Mais mais et il frappe très vite. Et la Hongrie, bien sûr, va payer. Ceux qui bien croient que ça, sûr, bien sûr que tout ça est payé. je vais te le dire, je pense qu'ils y ont pensé. Le premier pis-aller, ça va être un grand débat, et ça, je sais d'avance qui va être le speechwriter de tout ça. Ça va être une partie des anciens hommes de Bruno Maigret. Et ça va être un débat sur l'identité nationale, encore un. Et Ouais, cette on a eu fois-ci le coup sous en l'angle 2009. de la nationalité. Tu verras, parce que la nationalité, on a encore légèrement le droit d'y toucher. Le problème, c'est que comme tu n'as pas le droit à la préférence nationale, la nationalité est indifférente. Oui, Donc, oui, tu auras quelques mesures symboliques, mais qui ne feront pas grand-chose. ça ne Euh, fera rien. et, et C'est sur triste, hein. l'aspect, enfin, il y a quand même une très grosse partie aussi de leur électorat qui attend du pouvoir d'achat, qui attend le retour des services publics dans les zones où il a disparu.
qui attend qu'on s'occupe de la santé. Tu as une grosse partie de l'électorat qui attend voilà, toute une série de mesures en rupture quand même, hein, y compris d'ailleurs sur la pratique du pouvoir. On espère quand même des façons de faire différentes. Et là aussi, Macron sait, c'est pour ça qu'il y a un piège, Macron sait que là aussi, ça ne changera pas. Il n'y aura pas Bien sûr. d'augmentation des salaires, il n'y aura pas de retour du service public. Enfin, tout ça est cadenassé par l'euro, par des directives européennes, par plein de choses. Et puis Ciotti, par ailleurs, lui, ne le souhaite pas. Et même plutôt militer pour l'inverse, parce qu'il veut la suppression de 250 000 fonctionnaires, par exemple. C'est dans son programme. Donc, il va falloir concilier tout ça. Macron, là, je crois qu'il est en train de réaliser. Alors, est-ce que tu penses, parce qu'on l'entend beaucoup, que d'un côté, Bardella, lui, veut gagner parce qu'il veut être Premier ministre, Hmm. bon, à titre personnel, et peut-être qu'il s'estime d'ailleurs suffisamment fort pour contrer tout cela. Mais d'un autre côté, une grande partie du RN, à commencer par Marine Le Pen, qui envisage d'être candidate en 2027 à la présidentielle, elle souhaite juste qu'ils augmentent leur nombre de députés, mais surtout pas gagner, pour pas tomber dans le piège de Macron. Alors, Est-ce que tu as ça, à ton je avis? pense, je pense que c'est très net. Tu as Hmm. des gens que certains appellent le FN dit raisonnable, qui est donc celui de Marine Le Pen, qui préfère jouer la tentative de la présidence. Bon, Donc, il y a le seul, l'intérêt, qu'il ne gagne pas. oui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de. C'est pas du tout un procès que je fais. C'est pas du tout un procès que je fais à Jordan Bardella, hein. Je, je sais qu'il y a quand même quelques personnes autour de lui qui lui disent que de toute façon, que peu importe que le piège passe ou pas, ça lui donnera l'expérience de Matignon. Et ensuite, disons que si Marine Le Pen rate une énième fois la présidentielle, eh bien, ça clarifiera le passage, hein, ça nettoiera l'allée qui doit le mener aux Champs-Élysées, comme on dit, qui était le paradis de l'ancienne Grèce. Donc voilà, il est pour. Et là, et Macron le sait, Macron ne peut pas ne pas le savoir. Bien sûr, bien Et sûr. Macron sait très bien ce que veut dire le retour de Marion dans le giron du FN. Il le sait très bien. Les, le, les mines sont déjà posées, comme l'éclatement de Reconquête était annoncé. En réalité, Macron poursuit son œuvre de destruction de la vie politique française. Les C'est la républicains vraie, savent. non, mais c'est la vraie dissolution. C'est pas une dissolution de l'Assemblée, Oui, c'est une dissolution de la vie là, c'est politique une française. dissolution dans l'acide. Un Mais peu quand même aussi une dissolution de la décence, parce qu'on voit des scènes, alors là, tout bord confondu, on voit des scènes depuis quelques jours, honnêtement, enfin, ah non, mais non Ciotti qui s'enferme dans son non mais bureau comme non, un mais forcené. Euh, Ciotti, fort à la mot. Si tu non, veux. mais tu as des choses comme ça. Tu as quand même même je vais dire, le Front populaire. Bon, bah, tu vois des gens qui, il y a 3 jours, se disaient les pires horreurs, qui sont en train aujourd'hui de se faire des bisous. Enfin, c'est prendre les gens un peu quand même pour des Ah bah, imbéciles. disons que Et le ça donne. gouvernement nous fait ce décret sur l'assurance chômage pour le 1er juillet, ce qui est très indécent. Et Macron nous parle des téléphones portables chez les enfants de moins de 11 ans. Enfin, ce que je dis pas que c'est pas un sujet, mais enfin, c'est quand même lunaire, tu vois. Ah, Euh, c'est aussi mais la dissolution de la décence. Florian, c'est tout à fait normal. Quand tu n'as pas de souveraineté, donc tu n'as pas le droit de Voilà, toucher au cadre. on est Bon, d'accord. tu n'as pas le droit de Je toucher fais au la même cadre. analyse que toi. Eh bien, quand tu n'as pas le droit de toucher au cadre, tu te retrouves dans une expérience éthologique, hein, du comportement animal qu'on appelle souriville. Hmm. C'est-à-dire, tu enfermes des souris tout ensemble, et donc tu as des souris, et donc elles font trop de petits, et donc qu'est-ce qui se passe? Tu as des souris qui deviennent folles. Donc voilà. Donc fort à la mot avec Ciotti, on peut se dire quand même que John Wayne a pris un sacré coup dans le terrain. Tu as des souris qui deviennent folles. Tu as des Ils ont souris quand même voulu lui envoyer entre. hier le SAMU. Hein. Ils voulaient lui envoyer le Bien SAMU sûr. pour aller chercher. Tu as des On est souris là. qui Hein. s'entretuent. Et c'est l'ambiance hideuse de la France d'aujourd'hui, de la rue d'aujourd'hui, où tout le monde est prêt à se sauter à la gueule, parce que tu ne peux pas toucher au cadre. Donc, tu n'as que deux choses à faire. Soit tu fais un monde imaginaire, donc abracadabra, Mokhtar retourne en Algérie, abracadabra, le pouvoir d'achat augmente. Donc là, tu fais du Bruno Le Maire ou du Gérard Darmanin, c'est-à-dire tu joues à la guerre avec des petits soldats et des petites voitures, comme Macron fait, des petits soldats, des petites voitures, alors que sur le terrain, il n'y a plus d'armée ukrainienne, mais c'est pas grave.
Tu vois, toi, tu bouges sur ta carte des petits soldats, des petites voitures. Donc, tu compenses par l'imaginaire. Soit tu compenses par la haine interpersonnelle et donc les gens s'entretuent, soit tu compenses par la folie. Ce qui est Ouais, normal, ce sont les trois syndromes de l'enfermement. ouais, très Et juste. après, tu as une quatrième option, c'est le camp des politiques, c'est-à-dire ceux qui encaissent pour le pays, tous les braves gens sur qui ce pays roule tous les jours. Et eux, ben, ils encaissent en espérant que l'aube se lève. C'est, c'est, en réalité, on vit une grande expérience carcérale. Non, mais d'un côté, voilà. Euh, donc, tu y restes en fait des opportunistes. Ce qu'on voit, c'est le Oui, bal des bien sûr. opportunistes, tout camp confondu. Ce qui Il n'y est a plus un d'enjeu. syndrome, oui, c'est un syndrome tout à fait, de la disparition de la souveraineté. Mais ça, on l'a déjà analysé. Plus la souveraineté disparaîtra, plus la classe politique sera médiocre, de toute Bien façon. sûr. Et le débat sera inexistant et médiocre. Ça, c'est tout à fait naturel et c'est logique, c'est lié. Il faut que tout le monde le comprenne bien. Il n'y a pas de fin, ça. Il n'y a pas de fond. Hein. Ça peut toujours aller plus bas. Hein. Il Ah y bah a, oui. Nous euh, regretterons Sandrine Rousseau rapidement. voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que d'un côté, il y a une notion de piège bon, dans cette élection. D'un autre côté, elle permet à vitesse grand V une clarification. Oui, Euh, une clarification totale, puisque là, maintenant, bon, c'est fini le mythe. Ceux qui croyaient encore en votant aux européennes que le RN était pour le Frexit, par exemple, bon, pourtant ça leur a été dit nombreuses fois, y compris par Jordan Bardella qui l'a répété toute la campagne. Mais maintenant, bon, bah, quand on voit l'alliance avec Ciotti, le programme là, ils ont présenté leurs 8 mesures sur leur profession de foi, plus rien du tout, de rien, d'ambition de récupérer le pouvoir par rapport aux entités supranationales, Union européenne et autres. Donc c'est quand même une très grande clarification. oui. Euh, on voit à qui on tend la main, à Ciotti. Tu vois, pas à des gens qui seraient authentiquement gaullistes ou souverainistes, quoique maintenant on présente Ciotti comme gaulliste. Donc tout ça est assez marrant. Et d'un autre côté, tu as un front populaire, il faut qu'on en dise un mot, donc l'union de la gauche, qui pour le coup, elle, s'est faite très vite. Il y a quand même, on voit, Oui, ils ont bien une sûr, certaine culture. Hein. et Ils l'ont sans fait en trop 3 heures, de, voilà, sans sans trop de heurts, mis à part la. Alors, la marginalisation, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que comme le problème, c'est que le succès de Raphaël Glucksmann, c'était un électorat macroniste radicalisé associé à l'appareil devenu squelettique mais existant, contrairement à Place Publique, du Parti socialiste. Mhm. Donc là, Mélenchon pense avoir minoré Glucksmann. Soit Glucksmann nous fait une Cohn-Bendit, c'est-à-dire il part à Bruxelles et il va pourrir la vie politique française pendant 20 ans depuis son siège, soit il ressortira comme flotteur gauche du grand gouvernement central à intervalles réguliers. De toute façon, le sort au sein du fameux enfin, du fameux Front populaire, la LFI va être l'élément non pas moteur de manière vociférante, mais en termes d'appareil, le PS va leur tenir la dragée haute en termes de circo parce que c'est lui qui a eu le score derrière Glucksmann, Mhm. et que de toute façon, la gauche étant aujourd'hui une secte de centre-ville, ils ont la LFI est maintenant arrimée à ça, et le seul qui va finir par être délogé parce qu'il doit l'être pour que cette gauche soit entièrement macronisable, ce n'est même pas le courant de Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon à titre de personne, plus deux ou trois de ses lieutenants. C'est-à-dire que là, on voit bien, alors d'abord, on n'a pas encore leur programme, mais il sera apparemment plus centrisé que ce qu'il n'était en 2022. Tu vois, bon. Donc là aussi, de la même façon, tu aurais, si c'était eux qui étaient au pouvoir, rien n'est à exclure, hein, s'ils peuvent aussi gagner ces législatives, tu aurais de la même manière, Macron pourrait rire derrière, puisque assez rapidement, leurs ambitions sociales, etc., seraient balayées de Bon, la c'est même simple, façon ce par serait au l'appartenance mieux à l'UE et à Jospin, l'euro. au pire le retour du hollandisme. C'est Très ça. simple, Mais ce qui va être utilisé pendant la campagne, ça va être la figure comme épouvantail de Jean-Luc Mélenchon. évidemment. Alors, est-ce que tu penses qu'en disant, voilà, ça va être lui le Premier ministre, bon, le Attal a déjà commencé, etc. Est-ce que tu penses que le Front populaire va détecter ce piège et va présenter, par exemple, quelqu'un qui serait peut-être plus consensuel comme Ruffin, comme Premier ministre possible? Ah bah, à titre personnel, et ce n'est pas vraiment pas une attaque personnelle sur Ruffin, qui est quelqu'un qui a fait du très bon travail à Fakir ou autre, mais
l'utilisation de Ruffin contre Mélenchon, à titre personnel, je l'annonce depuis quand même C'est vrai. au moins Tu- depuis 2, 3 ans, comme j'avais annoncé la liquidation de Quatennens, qui était le fils spirituel de Mélenchon. Il fallait isoler Mélenchon. Ensuite, on l'a séparé de Corbière, qui était un de ses lieutenants les plus fidèles. Ça a été le travail de Bompard. Et je pense que Bompard jouera un rôle moteur et délétère dans la minoration de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est très net. En plus, il en a l'habitude, il a le savoir-faire. Il est pabliste, donc il a le tampon pour savoir faire ça. Et Ruffin est un candidat tout indiqué. Un, parce qu'il est objectivement sympathique et il a une bonhomie. Il n'a pas l'aspect tranchant qu'a Mélenchon. Et le pouvoir ne se méfie pas de lui parce qu'à chaque fois qu'il a été en tension, il a cédé. Bon, il y a Alors que même Jean, cet échange un peu bizarre qui a été révélé entre Macron et lui-même et lui évidemment, sur comment évidemment, Whirlpool, hein, bien sûr, sur le- Whirlpool, si tu veux, l'enregistrement et il circule. faut pas oublier ça. Le Il y a une mise en Macron, scène. Il y a une mise en scène. évidemment, Macron sait très bien faire ça. Mais il rassure Ruffin, c'est un homme du système. À la fin des fins, c'est un homme du système. Moi, je l'ai jamais Il a entendu toujours cédé. critiquer. Oui, Il et a puis je l'ai toujours jamais cédé. critiqué. Je l'ai jamais entendu. Parfois, il a des saillies qui sont bien, mais il parle des conséquences. Il va jamais aux causes. Je l'ai jamais entendu critiquer l'Union européenne, l'euro, tout ça de manière sérieuse. Mais il a une figure plus rassurante dans l'opinion publique, moins Bah, clivante que disons que Mélenchon. comme on a hitlérisé Mélenchon, Voilà, c'est ça. alors Ouais, on a hitlérisé Mélenchon il a aussi lui-même participé à ces et caricatures. Mélenchon a participé à son Oui. hitlérisation, hein, parce que si tu veux, il a fait de la mousse depuis le 7 octobre, la mousse lui est revenue en pleine figure. Ça avait commencé avant, ça a commencé avant. Oui, tu as tout à fait raison. Mais ça s'est lourdement accéléré. Et on a prêté à Jean-Luc Mélenchon un visage inquiétant. Je rappelle que c'est quelqu'un qui a fait 30 ans de Sénat socialiste. Bon, comme jeune révolutionnaire gauchiste et boutonneux, j'ai quand même vu mieux. Donc, non, non, on est vraiment, vraiment dans. Le problème, c'est que comme le théâtre d'ombre se voit, on est obligé, disons, aujourd'hui d'y mettre de la folie et de la violence. Donc, les mois à venir risquent d'être, en termes d'ambiance, absolument détestables. Alors, tu sais, malgré tout, tu peux avoir, si ça n'est pas le bloc macroniste qui reprend le pouvoir, d'ailleurs, je ne sais pas comment on va déterminer qui prendra Matignon, grand mystère, parce que probablement que personne n'aura de majorité absolue. Donc, Oui. comment ça va fonctionner? J'en sais rien. Et en plus, il ne peut plus dissoudre avant un an. Donc, je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner. Bon, mais imaginons qu'un camp se détache, que Macron lui donne, lui refile le bébé, Matignon. On voit que ce soit RN, Ciotti, tout ça, ou bien Front Populaire de l'autre côté, on voit très vite la gueule de bois remplacer l'ivresse, Hum. échec, trahison, tous les sujets. Macron mise là-dessus. Il reste un bloc souverainiste. Et il faut que ce bloc souverainiste, pour être crédible, il faut qu'il soit rassemblé. Bah, moi, c'est pour ça que dès le dimanche soir, j'ai lancé, on a tenté, tu le sais bien, hein. On l'a Oui, fait oui, d'ailleurs en partie sur la liste. ça, je l'ai On vu. l'a fait en partie, en bonne partie sur la liste, mais il n'est pas complet, le rassemblement souverainiste. Et dès dimanche soir, moi, j'ai dit maintenant, les gars, il faut être sérieux là. Il faut être très sérieux parce que c'est pas maintenant. On n'aura pas du tout. De toute façon, on n'aura pas de candidat parce qu'on ne peut pas y aller. Si on n'est pas rassemblé, cette élection législative est un piège. Elle est coûteuse, elle est trop rapide et on serait écrasé par ces dynamiques médiatiques qui ne permettent pas un débat de fond. Donc, ce serait un piège d'y aller. Par contre, ce n'est pas là, mais dans les mois qui viennent, il va falloir un moment être prêt pour la relève et l'alternative parce que quand toutes les options ont été essayées, or certaines ne l'ont pas été depuis des décennies, elles vont enfin l'être peut-être, les Français vont regarder ailleurs. Et donc, il faut être prêt, et il faut bosser, mais il faut être rassemblé. Donc, moi, j'ai Euh, lancé cette histoire de bloc souverainiste, mais je sais que toi aussi, tu es dans cette dynamique depuis oui, bien longtemps de rassemblement. je suis d'accord avec toi. Je le dis, assez. Mais là Je aussi, tu suis auras une assez. grande clarification, tu vois ce que je veux dire. Oui, Qui vient ou qui vient pas. je suis assez. En plus, moi, je suis, comment dire, assez inquiet et déçu de beaucoup d'une partie des chefs ou des anciens chefs de notre camp. Je te le cache pas, hein. Moi, j'ai vu, tu vois, alors il y a des gens dont on n'attend plus rien. Moi, il y a des gens depuis 10 ans, j'en attends plus rien. Mais tu vois, comme disait
l'enfant de la série Malcolm, j'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Or, le souci, c'est est-ce qu'on va arriver une fois pour toutes à mettre des gens autour de la table? Je commence parfois à en douter. J'aimerais, et je le pense, que nous devons avoir une organisation qui soit à la fois sociale, économique et politique, parce que je pense qu'il faut investir d'autres lieux et pour que nous sommes trop dépendants des circuits de médias alternatifs qui ne sont plus sûrs. Nous sommes Enfin, certains, capables, pour certains, on fait un gros boulot très sincère, il faut le dire quand même. euh, oui, certains, oui, Et d'autres, non, je suis d'accord avec mais toi, hein. Non, mais je veux quand même rendre hommage à ceux qui oui, oui, on les met pas tous dans le même sac. oui, donc le problème, c'est que nous avons à organiser la sociologie souverainiste, parce que, et Ouais. ça, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, parce que c'est toi qui a accouché de ça, je tiens à le dire, c'est que les souverainistes ne sortaient jamais dans la rue, n'allaient jamais à la rencontre de leur propre peuple, de peur. Moi, j'ai été dans toutes ces organisations. Combien de fois on me l'a dit? N'allez jamais les Français. Je me rappellerai toujours, c'était à l'époque du RIF, ça nous remet, hein. C'est le Rassemblement pour l'indépendance de la France. premier 2003. parti, des premiers partis avec la sortie de l'Union européenne dans ses statuts, 2003. 2003, et qui nous disait n'allez jamais au devant des Français. Je me rappelle la phrase d'Alain Bournazel, ils vous jetteront des pots de fleurs ils vous jetteront les pots de fleurs depuis les étages. Donc, Bon, Dieu merci, on n'en a pas encore eu, nous. voilà. Non, mais si tu veux, tu vois, on a été élevé dans cette peur du peuple. On a été élevé. Or, celui qui a cassé ça, c'est toi. On peut dire Non, ce mais qu'on tout veut. pour une raison simple, Pierre-Yves, c'est que il y a le peuple, c'est le peuple, ces manifs. Oui, C'est voilà. le peuple. C'est Toute cette le. résistance, c'est le peuple. Oui. Et d'ailleurs, c'est tellement le peuple que tu vois la diversité incroyable, sociologique, Euh, sociale, et dans les assez manifs. extraordinaire. Voilà. Assez extraordinaire. Or, le problème, c'est que tout ça doit être organisé parce que, et ça, on revient sur un vieux thème que le cercle Aristote a traité depuis des années. Moi, je n'ai jamais promis de grand soir parce que j'ai trop étudié le système et j'en connais la Hum, violence. Ce sera une guerre longue et, et Macron, en plus, a le mental pour ça parce que il aime nuire. Je pense que c'est un de ses modes d'existence. Et tous ceux qui pensent qu'on va lui damner le pion en un coup, qui serait les législatives, s'illusionnent et se font plaisir parce que, et je les comprends, on souffre tellement. hum. Donc, mais voilà, on ne peut pas vaincre quelqu'un d'une telle malignité comme ça. Nous le sous-estimons parce qu'il est erratique, mais il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus cruel que ce que nous imaginons. Et, Oui, et- puis Macron, c'est un système, c'est pas que lui. Ouais. c'est un système et le Ouais. système est logique avec lui-même. Le système Tant est qu'on logique, n'opposera pas une logique à une logique, bien on sûr. sera perdant. C'est simple. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense il y a une notion de rassemblement qui dépasse d'ailleurs, bien sûr, les formations politiques qui ont pu être citées. Le peuple souverainiste, on va dire le peuple, si le terme, moi, le terme me va très bien, mais si le peuple qui est attaché à la France, tout simplement, à son avenir, à sa liberté, à son indépendance, à ce qu'elle a un avenir, tout simplement, et bien plus large que les formations politiques. Bien Donc, il sûr. faut être capable d'aller investir d'autres champs. Moi, j'aimerais, si tu veux, qu'on fasse un tour de France pour expliquer la France d'après. Qu'est-ce que ça va donner du point de vue industriel, du point de vue scientifique, du point de vue migratoire, du point de vue de l'identité, du point de vue de nos libertés, du point de vue de la santé. Rentrer maintenant dans le dur, travailler avec des structures associatives, des structures qui travaillent le terrain déjà. Euh, Participer au mouvement social, et évidemment participer à toutes les luttes. C'est ça, à mon avis, notre avenir dans les semaines, mais c'est pas dans 3 ans tout ça. Ça va être dès maintenant. Bon, là, on est dans le flou artistique total de la législative. Ça va se décanter. Et une fois, particulièrement en juillet, qu'on connaîtra le nouveau gouvernement et ce qui se passe vraiment, la lutte, elle devra commencer immédiatement et en étant encore plus rassemblée et plus large du point Mm. de vue des modalités de la lutte. Et à mon avis, tu as raison, il faut aussi investir le champ des médias alternatifs, euh, offrir de nouvelles tribunes, créer de nouvelles tribunes, contourner les censures qui vont se mettre en place. C'est un travail énorme et c'est un travail exaltant. Et il Oui, l'est d'autant plus que tu auras maintenant l'idée qu'il va accueillir au fil des mois
de plus en plus de gens naturellement qui vont voir la réalité des fausses oppositions, de ce que ça donne vraiment. Je pense qu'il faut se tenir cette, comment dire, cette fonction refuge. Parce que Refuge euh, actif. ça va de refuge actif, parce que ça peut être, oui, plus rapide qu'on ne le croit, parce que de toute façon, c'est simple, hein, le fait d'avorter pour des partis de droite, les partis de droite avortent beaucoup plus vite que les partis de gauche, tu vois. Wilders a avorté plus vite que Tsipras, tu vois. Donc, Mmh. les partis de droite ont une culture les partis de gauche sont obligés de faire du théâtre et de la mousse, quoi qu'ils fassent. Donc, ça vient de leur sociologie profonde. Les partis de droite, disons, ils font des montoirs très rapides. Or, malheureusement, ça va se plier comme ça et pas autrement. Emmanuel Macron a énormément de cartes en main. Et je pense que son but, c'est d'être l'homme debout au milieu des ruines. Parce Ouais, que, un, c'est sa pensée profonde. de ses propres C'est... ruines. Et deuxièmement, c'est ce que le système l'a mandaté pour faire, pour ensuite, sur les ruines et la collectivisation des ruines, qu'il puisse soit être réélu au prix d'un artifice constitutionnel qu'il est tout à fait Mmh. prêt à faire, parce Mmh. que ça l'arrêtera jamais, soit, Ou d'une guerre. ou d'une guerre, soit de devoir laisser le pouvoir à l'un des siens, ce qu'il ne fera pas de gaieté de cœur, ce qu'il ne fera pas de sa propre initiative, parce que c'est pas sa pensée, mais le système, à un moment ou à un autre, pour sa propre pérennité, pourra essayer de prouver qu'un autre Macron est possible. Tu vois, Bon, on va essayer d'échapper à ce scénario. Euh, espérons. on est Voilà. vraiment dans des temps, je sais, je ne le dis pas tous les 4 matins, mais dans les temps historiques, on est vraiment à un Mm. moment qu'il faut mesurer, dont il faut mesurer la profondeur, qu'il faut essayer de décrypter parce qu'il n'est pas facile, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. C'est pas facile aussi dans cette mousse médiatique épouvantable, permanente, de déceler l'important de l'accessoire et Mm. voilà, et se concentrer sur l'important, les mouvements de fond réels, pas l'écume débile et puis sortir toutes nos cartes, les élargir et gonfler l'alternative, hop, apparaître comme quelque chose de plus fort et de plus solide et de plus crédible pour être prêt. Moi, je crois que c'est ça notre rôle aujourd'hui, notre rôle. Oui, Et il faut je le suis faire avec d'accord beaucoup de avec bonne toi. foi, de sincérité, de combativité, de réalisme. Hein. On n'est Oui. pas, on part pas comme ça à la fleur au fusil en disant ça va être facile. Rien n'est facile, ce sera très dur. Mais en tout cas, le faire avec combativité et sincérité. Et je sais que tu es de ces hommes-là. Mon cher Pierre-Yves. Eh ben, en tout cas, je te remercie énormément pour toutes tes lumières ce matin. Enfin, ce Merci matin, à toi. ça a été enregistré ce matin et ça sort à 15h. Voilà, merci Pierre-Yves, à très très bientôt. À très vite. Voilà, merci à Pierre-Yves Rougeron au Cercle Aristote pour cet entretien très enrichissant. Nous avons du travail, du pain sur la planche. On a déjà beaucoup travaillé ces derniers mois, ces dernières années. On va en avoir beaucoup, mais de manière peut-être encore plus enthousiasmante parce que l'histoire accélère. Il faut qu'on se débarrasse de la Macronie et en réalité de toute cette oligarchie mondialiste derrière, euromondialiste. C'est ça le véritable enjeu et pour cela il faut éviter les pièges qui sont tendus par le système. Il y en a un énorme en ce moment et puis incarner une alternative. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, ni par simplement ce que Pierre-Yves appelle ici le ministère de la parole. Ça se fait par l'action. Et une action renouvelée, une action repensée, une action diversifiée, une action intense, une action sur le terrain, partout en France. C'est exactement à ça que je souhaite que nous nous employions dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que la relève peut venir beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc merci de partager cette vidéo. On reparle de tout ça et du reste dans notre grand direct ce vendredi 14 juin à 19h sur cette chaîne. Bah, soyez là. Hein. C'est un direct assez historique avec tout ce qui se passe. Je prendrai vos questions que je vais découvrir en direct par ailleurs. L'actualité française, l'actualité mondiale aussi, la plus explosive. Et puis tout ça, on va en reparler. Ça évolue d'heure en heure. Soyez là ce vendredi 14 juin, 19h sur cette chaîne Ramenez du Monde pour notre grand direct et abonnez-vous à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur s'abonner. Ça aide beaucoup. Vérifiez que YouTube vous a pas désabonné. Réabonnez-vous le cas échéant. C'est un clic gratuit pour vous. Ça va très vite. C'est un dixième de seconde et ça aide beaucoup à la diffusion de ces vidéos. Puis je vous attends. Voilà. Vous avez vous aussi vous engager, vous avez envie de vous engager dans cette perspective historique, enthousiasmante pour sauver notre pays, sauver l'humain, la dignité, la liberté, la paix, la souveraineté.
Ce sont nos belles valeurs, nos grandes valeurs. Bah venez. Et on sauve aussi nos enfants, nos petits-enfants, les générations qui viennent. Bah venez aux patriotes. Le travail, il est fait, mais il est fait en partie. Il faut maintenant l'accélérer. Ce bloc souverainiste, on le porte et on veut bien tout faire pour y arriver, mais on a besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de tout le monde et nous, on a besoin de tout le monde. C'est réciproque, c'est ça, la belle entraide et c'est ça qui provoque le succès. Alors adhérer, réadhérer, c'est facile. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça aide à financer les 1 million d'euros qu'ont coûté les européennes sans remboursement de l'État, puisqu'on n'a pas fait les 3%. Ça aide à financer tout ce qu'on va faire demain, tout ce qu'on a fait en même temps, tout ce qu'on fait tous les jours, sans aide du système, bien au contraire, sans ces millions, sans ces banques, sans ces médias, sans ces milliardaires, sans ces oligarques. Et les dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2/3. Pour vous, ça fait baisser concrètement les impôts que vous payez. En profiter. Voilà, tous ces liens se retrouvent bien sûr aussi sur les-patriotes.fr, notre site facilement accessible. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!